Quand il y a vente de maison, souvent, on évoque, par exemple, commission. Tu sais, c'est quand même quelque chose auquel vous avez déjà entendu parler. Rétribution aussi. Quelle est la différence pour un courtier immobilier? Puis évidemment, ultimement, si c'est vous qui êtes soit l'acheteur, ben, il y a des frais qui partent de tout ça. Hein. Alors, comment se décline le tout? Elle va nous le vulgariser. Elle est de retour cette saison. Elle est aussi courtière immobilière. Myriam Gervais, salut. Bonjour Alex. Merci d'être là. Justement, départageons tout de suite. Qu'est-ce que c'est la différence entre commission et rétribution? Oui. En fait, en immobilier, on a souvent entendu parler de la commission, vendre avec ou sans commission. Mais nous, les courtiers, on parle plus de rétribution. Les deux mots sont synonymes, mais en fait, commission, c'est plus lorsqu'on atteint nos objectifs par tranche, on va avoir des bonus. L'immobilier, c'est pas tout à fait pas pareil, ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'on va rétribuer, donc on va rémunérer le courtier une fois qu'on va avoir réalisé le plan. Parce qu'un courtier n'est pas payé si on n'a pas de résultat. Alors, on a un risque d'affaires. Un risque d'affaires. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'entend avec le courtier qui prend un risque pour vendre votre maison. Il faut qu'il croie en le projet, il faut que vous aussi. Et que si on suit toutes les étapes et qu'on arrive à un résultat satisfaisant, là, l'acheteur nous amène l'argent et le vendeur va donner une partie de ça en rétribution au courtier. Est-ce qu'il y a un maximum de pourcentage sur la conclusion de la vente c'est 3, 4, 5 ou ça peut être moins que ça finalement? En fait, là, toutes les options sont possibles parce qu'il n'y a pas de loi qui régisse les rétributions. Donc, un courtier pourrait vous charger 1 l'autre pourrait vous en charger 10 dépendamment du projet, des services. C'est toujours une entente qui est faite de gré à gré, qui est mise sur papier au préalable. Ouais. Est-ce que, advenant que la maison ne se vend pas dans un délai qu'on s'était entendu, par exemple, de 3 semaines, 1 mois, peu importe, est-ce qu'on peut revoir le plan pour ce qui est des différents parties? Est-ce qu'on peut revoir pour changer la formule, pour tenter de pouvoir accélérer le processus de vente? Là? Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on présente un plan, normalement, pour être sur Centris, ça prend un minimum de 3 mois. En bas de ça, c'est que les diffusions, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on se dit, par exemple, on vend en 3 mois, avec notre plan, après tant de semaines, on fait une visite libre. Si ça ne fonctionne pas, on va peut-être justement changer la rétribution du collaborateur, ce que je vais vous expliquer plus tard, et ou faire un ajustement de prix. Parce qu'au départ, on se donne 3 prix. Prix pour une meilleure vente, prix suggéré, prix pour une vente rapide. On peut aller dans tout cet éventail-là. OK. La rétribution, même chose. On peut dire si on vend avec un courtier collaborateur, il y a une partie qui va au collaborateur. Qu'est-ce qui est d'ailleurs un courtier collaborateur, peut-être pour les gens? Là? En fait, c'est que si moi, je vends votre maison, je suis votre courtier vendeur, puis le courtier acheteur, lui, pourrait m'amener des clients. OK. Donc, 9 fois sur 10, c'est un courtier collaborateur qui va venir acheter la maison. C'est ce qui fait la force du réseau immobilier. C'est ça, donc il va y avoir un partage de ce pourcentage-là. Mais on s'entend que pour ce qui est, par exemple, d'un vendeur ou peu importe, si on baisse le pourcentage, et je ne dis pas que c'est de mauvaise foi, mais il y a peut-être moins d'intérêt pour un courtier de, disons, se forcer ou de procéder à plusieurs initiatives pour tenter de vendre la maison plus rapidement. Là. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça un peu? Là? Oui. En fait, là, moi, je le dis toujours, qu'on achète une maison à 100 000 ou en dessous ou à 1 million et au-dessus, le travail est le même. Le temps mis dans le travail n'est pas le même. Oui, on peut comprendre. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la pub, des investissements, donc peut-être qu'une maison à plus petit prix, on va y aller avec un bon photographe, on va y aller avec une belle mise en marché, quelque chose de stratégique. Si on est dans les maisons plus luxueuses, bien, c'est sûr que là, on va aller à l'international. Il y a plus d'investissements à mettre dedans. De temps aussi à mettre. De temps, oui. Puis c'est un peu là qu'il ne faut pas se faire avoir avec la rétribution. Si vous choisissez un courtier uniquement pour la rétribution, bien, vous risquez d'avoir des surprises dans le détour. Parce que c'est sûr que plus un courtier charge bas, moins il est capable d'offrir un service constant et présent tout au long de la transaction. Donc, exemple, à 1 il faut qu'il en signe au volume. Alors, peut-être que ce courtier-là ne sera pas capable d'être présent pour les visites. Peut-être qu'il va avoir une équipe, peut-être pas. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Un courtier, la rétribution est toujours négociable. Il faut voir avec votre courtier, ça dépend. Si vous voulez du staging, puis que la maison est vide, puis que ça coûte X montant pour la monter, bien, c'est sûr que ça va avoir un reflet dans la transaction, dans le pourcentage, là, évidemment. Exactement, parce que imaginez qu'on dépense des milliers de dollars et qu'on ne le vend pas, votre maison. Ça arrive. Oui. Ça arrive, les clients changent d'idée ou tout ça. Donc, il pourrait avoir une entente que, exemple,
le client veut absolument ce pourcentage-là, bien, à ce pourcentage-là, tels frais sont aux frais du client. Souvent, les gens n'aiment pas ça. Ben, parce que là, c'est eux qui prennent le risque. Exact. Et justement, donc, souvent, on peut être porté à penser, ou du moins, je me mets dans la logique de quelqu'un qui veut vendre sa maison. Donc, de bien choisir, tu l'as rappelé très souvent dans les chroniques la saison dernière, de bien choisir évidemment son courtier, mais de valider ces clauses-là, parce que souvent, ce n'est pas ce qu'on remarque d'emblée lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on veut se porter acquérant d'une maison ou lorsqu'on veut vendre une maison. C'est peut-être pas cette clause-là, ces petites clauses-là qui sont peut-être a priori importantes pour nous. Oui, bien, ça dépend vraiment de vos priorités. Tu sais, un client qui serait super anxieux de vendre sa maison, qui ne comprendrait pas le côté légal, bien oui, je le suggère fortement. Mais des fois, on a des situations plus difficiles, des divorces, des décès, des changements de ville pour le travail. Il faut que ça se fasse vite. Les gens ont besoin d'encadrement, puis ça prend beaucoup de professionnels autour de ça. Donc, les courtiers ont tout ça, plus les protections et, je ne vais pas dire assurance, là, mais protections qui viennent avec la responsabilité civile du courtier, puis plusieurs agences aussi qui offrent d'autres protections. Oui, parce que la loi de double représentation aussi, depuis que ça a changé ces derniers temps, j'imagine que ça aussi, est-ce que ça a mis plus d'importance, ces clauses-là, justement, cette clause-là dont tu nous expliquais dans les dernières années? Bien, au niveau de la rétribution, il n'y a rien qui a changé. Parce qu'avant, si on avait un acheteur direct, la rétribution complète allait au courtier-vendeur. Ce qui a changé, c'est que là, si on n'a pas d'entente préalable de diminution de rétribution en cas d'un acheteur direct, on ne peut pas le changer par la suite. Okay. Parce que là, ça pourrait avantager ce client-là par rapport aux autres. Surtout si on est en offre multiple, c'est contre la loi. On ne peut juste pas le faire. Okay. Exemple, qu'il n'y aurait pas d'autres acheteurs, puis que par après, bien là, on pourrait avoir un petit flag puis dire « Ouh, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? » Une bonne idée, une bonne opportunité. C'est plus clair, en tout cas. Pour moi, j'imagine que ça l'est davantage aussi pour les gens qui nous écoutent actuellement. J'ai encore un petit instant pour bavarder un petit peu du domaine immobilier, Myriam, puis je voulais savoir dans cette rentrée, je les mets entre guillemets parce que, bon, justement, ça a été la rentrée de plusieurs façons ces derniers temps. Est-ce que pour vous, cet automne, est-ce que c'est un bon marché actuellement, autant à la fois pour l'acheteur, le vendeur? Comment ça se décline sur le territoire, peut-être Lavallois précisément, là? Je comprends que c'est peut-être à l'instar de partout, mais ici... Je n'ai pas les statistiques de Laval spécifiquement, mais en général, on est en ce moment dans un marché stable. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des maisons à vendre, des acheteurs qui cherchent, puis par mois, ça se vend bien. Oui, le prix d'achat est plus haut pour les acheteurs. Donc, on a un bassin d'acheteurs qui est plus petit. On n'est pas encore rendu où il y a trop de maisons à vendre, puis que là, les acheteurs peuvent négocier des prix vraiment ridicules à la baisse. Normalement, si elle est bien inscrite, on voit encore de la surenchère. OK. Ah oui? Tout ce qui est en bas du 500 000, dépendamment des quartiers, là, je me promène beaucoup Rive-Nord, Rive-Sud, exemple, une à 430, on est 6 offres dessus aujourd'hui. Là. Donc, il y en a encore de la surenchère, mais elle ne se vendra pas 550 000 cette maison-là parce qu'il y a des travaux à faire. Mais oui, elle va se vendre au-dessus du prix demandé probablement. Mais on a moins, par contre, de boom, des prix, d'explosion des prix il y a 2 ans et demi, 2 ans. Là, Les prix ont diminué un petit peu dans les 6 derniers mois, mais là, c'est très stable. T'sais, on n'a pas eu une grosse diminution depuis De toute façon, on s'entend là-dessus, on ne trouvera jamais les prix qu'on avait auparavant, avant le boom de la pandémie, je vais le dire comme ça, là, le boom immobilier. Je ne pense pas qu'on va retrouver ces prix d'avant. Mais jamais dans l'histoire de l'immobilier, les prix ont diminué de façon ridicule, à part dans certains secteurs à cause de certaines situations, exemple des grosses crises économiques ou des taux d'intérêt qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, ça pourrait arriver qu'à un moment donné, on ait trop de maisons à vendre et que là, ça fait qu'on n'a pas assez d'acheteurs. Donc là, les acheteurs ont un gros bout. Mais on était dans un marché comme ça en 2017. Oui, OK. Avant pandémie, donc. Puis les prix n'ont pas... Oui, les prix ont diminué un peu, mais c'est qu'ils étaient trop hauts il y a 2 ans. Fait que là, ça se stabilise. Mais sur le long terme, oui, il y a des années où ça peut descendre, mais sur le long terme, on n'est pas perdant. Bien, on va te réinviter très prochainement. Merci beaucoup, Myriam, d'être venue nous expliquer tout ça. Et évidemment, on se retrouve plus tard cet automne. Merci.